Bonjour Bertrand, merci d'être là. Bonjour. Est-ce que la méthode du compagnonnage, c'est un mensonge ou une vérité? Ah ben, c'est ça qu'on va essayer de démêler aujourd'hui dans notre balado. Je vais essayer de vous donner un peu ce que c'est d'abord ce que c'est que du compagnonnage. Souvent, les gens ne savent pas très bien ce que c'est que du compagnonnage et quelle est son efficacité. J'aime pas trop le mot, mais est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Effectivement, c'est là-dessus qu'on va partir. Excellent, puis j'ai vu que, tu utilisais de temps en temps le terme, association. Tu parles aussi beaucoup de rotation dans ce contexte-là. Peut-être je te Ouais. laisse nous décliner un petit peu ces termes. Association, compagnonnage, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Là, c'est deux termes qui sont exactement les mêmes. Compagnonnage et rotation, c'est deux choses complètement différentes. La rotation, c'est de déplacer les légumes d'une parcelle à une autre, parce que les légumes vont toujours prélever les mêmes quantités, les mêmes quantités, les mêmes ingrédients du sol. Mettons, les tomates, ils vont prendre du manganèse, ils vont prendre. Donc, si on met toujours des tomates, il faut compenser, soit il faut compenser en manganèse, soit on va avoir une perte de manganèse à un moment donné, donc on va avoir une carence. À choisir entre la rotation et le compagnonnage, on doit toujours choisir la rotation en premier. OK? Si vous êtes pas, si vous trouvez que le compagnonnage est trop compliqué, commencez par la rotation. C'est extrêmement important. Le compagnonnage, ça, c'est une autre technique qui consiste à mettre des plantes ensemble pour qu'elles s'entraînent. OK? Donc, on associe des plantes, elles deviennent compagnons, hein, comme dans la vie, on a une compagne, un compagnon, donc c'est la même chose, on s'allie, on se met ensemble pour être plus fort ensemble. OK? Ouais, beh, j'allais dire, dans ton livre, tu dis essayer, les associations après quelques années. Enfin que j'aime bien ton conseil de commencer par les rotations et en effet, bah, allons-y sur, les typologies d'associations peut-être ou Alors, d'abord, on peut associer des légumes, des fines herbes, des fleurs comestibles, donc qui vont avoir des effets répulsifs, attractifs, contributifs et protectrices les unes des autres. OK? Répulsifs, pensons aussi aux fines herbes dont l'odeur va éloigner certains insectes et certains insectes. OK? Attractifs, on pense par exemple aux plantes mellifères, OK, qui viennent à donner de l'attraction pour que les abeilles viennent féconder. butinier? Mmh. Contributive, OK? Par exemple, ça peut être des plantes qui ont des racines qui restent en haut du sol, puis des plantes qui ont des racines qui descendent beaucoup plus profond. OK? Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, les plantes qui ont des racines profondes vont remonter des éléments nutritifs quand elles vont composter et elles vont apporter de la nourriture à d'autres. Et puis protectrices, c'est-à-dire que, bon, elles sont répulsives, sont protectrices, ça peut être aussi une question, par exemple, donc, on y reviendra. OK? Donc, Excellent. c'est une pratique ancestrale qui est basée sur l'observation et la pratique. Et c'est ça souvent qu'on lui reproche, c'est que c'est basé, c'est pas considéré comme une science, OK? Mais c'est empirique, c'est de l'observation. Mais aujourd'hui, elle est confirmée par des recherches scientifiques, de plus en plus. Et d'ailleurs, sur cette notion de liste d'associations, ce qui est scientifiquement, prouvé, ce qui est éprouvé par un jardinier ou peut-être plusieurs, ça serait quoi, ton conseil quand on se fait, jeter des énormes matrices de compagnons? Comment on distingue une bonne association d'une mauvaise liste à une bonne liste? Alors, on ne peut pas distinguer une mauvaise association d'une bonne dans une liste, mais on peut dire que toutes les listes sont mauvaises. Pour une raison très simple, OK? C'est qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Soit on éloigne les plantes d'une même famille, parce qu'en général, les plantes d'une même famille ont souvent les mêmes besoins et ainsi de suite, ou on rapproche les plantes d'une même famille. Et personne vous dit dans la liste laquelle des deux théories vous utilisez. Et dans certaines listes, les deux théories sont utilisées. Moi, je n'utilise jamais, mais au grand jamais, une liste. Pour écrire mon livre, j'en ai étudié plus d'une trentaine. Il n'y en a pas une qui s'entend. Pas une. Je n'ai pas trouvé Mmh. une. Et c'est du grand n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Moi, je n'utilise jamais ça. Donc ça voudrait dire qu'on utilise quelle méthode pour, se forger des convictions? Alors, on va utiliser une méthode qui est assez simple, qui est qui est la méthode qu'on a utilisée pendant des siècles. Parce que le compagnonnage, c'est pas nouveau.
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le compagnonnage, ça ne sert à rien. Bon, ils sont des tracteurs. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que ces gens-là sont aussi des partisans des trois sœurs. Je vous rappelle que les trois sœurs, c'est maïs, haricots grimpants et courges. OK? Mais cette association-là n'est pas seulement esthétique. Pourquoi? Parce que les maïs grains montent, les haricots grimpants s'entourent autour du maïs, donc le maïs sert de tuteur, compagnon, il vient de le supporter. OK? En même temps, les haricots fixent l'azote, comme tout est fabassé, donc il apporte de l'azote au maïs qui adore l'azote, et les courges, elles, tout le tour, vont cacher le sol et empêcher le dessèchement. On est dans la pure association. OK? C'était mis au point par les Aztèques, pas d'hier, et sa forme la plus aboutie date du 12e siècle. Donc, on a quelques années d'expérience. Dans les pays tempérés, par exemple, c'est vraiment des observations. Par exemple, pensez rien qu'à une prairie. C'est une association de graminées et de légumineuses dans les prairies naturelles. Vous n'avez jamais une prairie qui est 100% graminée ou une prairie qui est 100% légumineuse. OK? C'est toujours mélangé. Pourquoi? Parce que les légumineuses apportent aux céréales, puis les céréales apportent aux légumineuses, et ainsi de suite. Pour vous donner une idée, c'est qu'il y a encore quelques années, pas si lointain, on utilisait plusieurs variétés de blé, on semait plusieurs variétés de blé ensemble. Aujourd'hui, on sème une seule variété. Pourquoi? En général, on en semait trois. Une qui résistait à l'humidité, une qui résistait à la sécheresse, puis une centrale. Et donc, quand on semait, si on avait un été sec, les deux autres prenaient, puis si on avait un été humide, ben il y en avait toujours deux qui prenaient sur trois. OK? Donc, on Mmh. augmentait, c'est du pur compagnonnage. C'est du compagnonnage à l'état pur. Les vergers, jusqu'au début à la fin du 19e siècle, les vergers étaient composés de plein de choses, c'est-à-dire des pommes, des poires, des pêches, des prunes là où ça poussait, et ainsi de suite. C'était pas des immenses territoires avec des pommes à plus finir, des poires à plus finir. Tout était mélangé. Et ce mélange-là faisait que les insectes ne passaient pas moins d'un arbre à l'autre. OK? Pour vous donner un exemple, à une époque, on cultivait le raisin sur les arbres. OK? Et donc, on laissait pousser le raisin, on le taillait, puis on récoltait les grappes. On ne mettait pas des échalas, quoi que ce soit. On utilisait ça. Donc, c'est du compagnonnage. On les utilisait comme ça. Et en réalité, le compagnonnage a disparu principalement à partir du moment où on a fait de la monoculture. Et on a fait de la monoculture parce qu'on utilisait des pesticides. OK? Pourquoi? Parce que quand on veut passer dans un terrain, quel pesticide on va utiliser? Si on a un peu de blé, puis on a un peu de légumineuses, c'est pas le même pesticide qu'on utilise. On ne sait pas lequel pesticide. Fait que là, c'est compliqué d'arroser. Là. OK? Donc, on a simplifié, on a dit, allez, un champ de blé, un champ de maïs. Pour le maïs, c'était le produit, tout le monde pareil. Et donc, on a perdu cette habitude de compagnonnage à partir du moment où on a fait de la monoculture. Puis potentiellement, ça s'est retrouvé dans, les potagers domestiques où, Ben le là, savoir a disparu, hein. on va dévier légèrement du Mmh. sujet. C'est-à-dire que oui, ça s'est retrouvé dans les potagers domestiques parce que on a voulu absolument intégrer les principes agronomiques de l'agriculture dite moderne. OK? Moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Ça s'appelait l'agriculture moderne. Je ne suis pas Mmh. tout à fait Mmh. sûr que ça soit tant que ça. Donc, l'agriculture moderne qui est basée sur le sol est un support dans lequel on met de l'engrais et vu qu'on fait ça, on va mettre des pesticides. OK? C'est un peu la truc. Mais dans un potager, on n'est pas. D'ailleurs, si vous regardez, les gens qui font la culture légumière font rarement des kilomètres et des kilomètres, là, à part certaines cultures, mais qui ne font pas des kilomètres et des kilomètres d'une même affaire. Et dans les potagers résidentiels, c'est extrêmement facile à faire. Ah, une fois qu'on a bien joué avec la rotation, après ça, on peut jouer avec le compagnonnage et c'est assez facile. En tout cas, le compagnonnage tel que nous on le voit autour de la main verte, on a l'impression que c'est un peu un complément. Donc toi, tu as nommé, je pense à juste titre, d'attendre quelques années avant de se forger des essais, erreurs et convictions.
Mais en complément au sens où on vient peut-être, densifier un petit peu notre rang de tomates avec, le basilic pour un exemple connu. Donc c'est plutôt cet objectif de produire plus sur une petite surface. Est-ce que c'est une erreur de le voir comme ça? Le compagnonnage, c'est pas ça. Le potager intensif, là, moi, c'est ce que je préconise, c'est parce qu'on manque de place sur nos terrains, OK? Le compagnonnage, il avantage ce système-là, mais je vais le résumer, le compagnonnage. Biodiversité. On crée de la biodiversité. Puis, excusez-moi le petit éditorial, mais ce qui va sauver l'être humain, parce que la planète n'a pas besoin d'être sauvée, rappelons-le, elle va se sauver toute seule. Elle en a déjà C'est vu ça. des pires que ça. Ce qui va sauver l'être humain, c'est la biodiversité. Et dans tout, OK? Biodiversité dans la nature, mais aussi biodiversité dans les idées. Et donc, il faut se dire une chose, c'est qu'il faut essayer, il faut voir comment ça fonctionne. C'est ça un petit peu là. Il faut arrêter de trouver des recettes, OK? Je ne réussis pas mon potager à tous les ans. L'année dernière, j'ai eu la moitié de mes tomates que je n'ai pas réussi. Ça fait 25 ans, 30 ans que je fais des tomates et il y a des années où je l'ai réussi, des années où je ne les réussis pas. C'est pas tous les ans pareil. Et il faut avoir une certaine humilité. Donc, le compagnonnage, c'est un peu cette chose-là. Oui, on est sur un petit terrain, mais avant tout, au lieu de faire des choses qui sont en monoculture, j'allais dire, ben, on fait des choses en polyculture. OK? On mélange un peu tout ça. OK? Et puis, si on trouve qu'à un moment donné, Dumont, il a dit que telle plante avec telle plante, c'était bon, puis que chez vous, ça ne marche pas, ben, c'est chez vous que ça ne marche pas. Puis peut-être que telle plante avec telle plante, Dumont, il dit que ça ne marchait pas, mais chez vous, ça marche. Mais c'est vous qui avez raison. Ce n'est pas moi qui ai raison. Moi, j'ai tort. C'est vous qui avez Mmh. raison. OK? C'est Et votre propre expérience que vous avez. d'ailleurs, tu as un chapitre sur, les limites, la nocivité des compagnonnages et des limites de l'harmonie, au sens où un bon compagnon peut devenir un mauvais, sans Oui, prévenir. alors, je suis allé très loin dans mon livre. Il y a une grande nocivité, c'est les aliacées et les légumineuses. Les aliacées, bon, c'est l'ail, l'oignon et tout ça. L'affaire des aliacées, c'est qu'ils produisent dans le sol du soufre. Les légumineuses haïssent le soufre. Ça empêche la bonne fixation de l'azote par l'air et dans le sol après. Ça, en général, on oublie. Ça, c'est vraiment nocif, là. Mais comme je vous OK, dis, oui. comme je te dis, le nocif, là, si chez toi ça marche, là, c'est que ça marche. Tu sais? Si vous pensez que nos ancêtres sont arrivés avec la science infuse, puis qu'ils avaient 3 laboratoires avec des phytotropes, puis des phytomachins, puis des phytotrucs, puis des éprouvettes, là, ils n'avaient rien de tout ça, puis ils ont quand même réussi à nourrir quelques milliards de personnes depuis que la Terre existe. Là, c'est dans ce sens-là, c'est des essais-erreurs. Et les compagnonnages, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est cette capacité de faire des essais-erreurs. Et dans cette complémentarité que tu as illustrée tout à l'heure avec, les racines, bah, déjà, merci parce que j'ai appris vraiment quelque chose de, fondamental parce que moi, je pensais juste que les racines allaient puiser les nutriments à différents endroits et c'est pour ça qu'elles étaient complémentaires. Mais toi, tu as carrément dit que ça a aidé aux Ça nutriments remonte. de remonter. Ouais. Oui, si tu réutilises tes plantes pour ton compost, OK, tu vas le faire, tu vas le remonter puis le redescendre. Mmh. Tu sais, c'est parce que tout ça est vivant. C'est de la vie. C'est continuel, ça n'arrête jamais. OK? Là, bon, là c'est gelé. C'est sûr que ça arrête. Mais tu sais, il y a quelques années, on considérait que les conifères, l'hiver, ils étaient complètement en dormance. On sait depuis après une dizaine d'années qu'ils ne sont pas complètement en dormance. Il y a encore, dès qu'il y a un peu de chaleur, ils repartent tranquillement leur symbiose. OK? Donc, on va repartir. Vous ne pouvez pas vous imaginer, rappelons-nous que la diversité dans le sol est plus importante que la diversité hors du sol. Il y a Mmh. plus de, de bactéries et de champignons dans les premières couches du sol qu'il y en a sur tout le reste de la planète si on calcule les animaux et les arbres. Okay? Donc, il se passe beaucoup de choses. Et donc, vous faites de la biodiversité au niveau des racines, vous avez aussi de la biodiversité qui va se créer. Là. Il y a des insectes qui vont aimer ça, il y a des insectes qui ne vont pas aimer ça. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Là. Donc, ce qui se passe au-dessus, qu'on est habitué, où les plantes vont être répulsives ou attractives, OK? Ben, dans les racines, on va avoir la même chose. C'est les mêmes principes en haut qu'en dessous.
sauf qu'en dessous, on ne les voit pas. Mmh. En même temps, tu as quand même créé, un schéma intellectuel qui nous permet de facilement détecter les opportunités de compagnonnage, je dirais. Donc tu as nommé les racines, mais il y a aussi d'autres fonctions de complémentarité comme la consommation en eau, la hauteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Alors, ça, quoi? d'abord, je vais te raconter une petite histoire courte. Quand j'ai commencé à faire le compagnonnage, parce que c'est un sujet qui je voyais toujours les détracteurs, puis c'est quand même un sujet que je trouvais ça intéressant. Je me suis dit: «Je vais écrire un livre». Alors j'ai commencé à travailler là-dessus, à prendre des listes, toutes sortes d'informations. Quand j'écris un livre, je lis beaucoup, là, je fais beaucoup de recherches. Là, puis, je me suis dit, bon, OK, une fois que j'avais de l'information, je me disais, ça marche. Il y avait des études que j'avais auxquelles, parce que la particularité aussi, c'est que les études sur le compagnonnage sont beaucoup dans les pays émergents. Il y a très peu en Europe et en Amérique du Nord sur le compagnonnage, mais beaucoup au Brésil, par exemple, en Asie, il y en a beaucoup qui sont. Alors, les résultats sont parfois une augmentation de rendement de 3, mais des fois, il y a des augmentations de rendement de 15 à 20. OK? Mmh. Donc, on peut dire que ça marche. Ça ne marche pas dans tous les coups, ça ne marche pas dans toutes les conditions, mais ça fonctionne. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre, à un moment donné, j'ai essayé de mettre tout ça. Et pendant presque un mois et demi, tous les matins, je me levais, je travaillais sur mon livre. Je travaille en général le matin. Et je me disais, tu n'as pas de livre. Il n'y a pas de sujet. Ça n'a pas d'allure. Ça ne marche pas. Rotation, ça marche, mais compagnonnage, je ne suis pas capable d'arriver à trouver quelque chose. Puis au bout d'un Oui, mois et demi, crédible, j'ai eu ouais. un déclic, il y a eu quelque chose. Puis là, j'ai réussi à mettre tout ça ensemble. Là, ça a été tout un travail, mais j'ai réussi à mettre tout ça ensemble pour arriver à une certaine formulation. Là. Mais il faut bien comprendre qu'effectivement, cette formulation-là est un départ, là, et après ça, il faut le jouer. Et donc, j'ai basé mon idée sur la rotation en réalité. Moi, ce que je fais, c'est que dans ma rotation, je mets les plantes qui sont. j'ai- D'abord, pour moi, il y a trois types de plantes. OK? Il y a les plantes gourmandes, les plantes moyennement gourmandes, puis les plantes de sol gourmand, de sol moyennement gourmand, puis de sol pauvre. Je les ai réunies ensemble parce qu'elles ont les mêmes besoins. Pourquoi? Parce que je vais mettre beaucoup de compost à l'une, puis pas beaucoup de compost à l'autre. OK? Donc, ça, c'est simple à comprendre. OK? Tu as appelé À ça l'intérieur, par appétit dans ton livre, là, c'était oui, bien par résumé. appétit, c'est Oui, ça, par oui. appétit. Puis là, après ça, j'ai une deuxième donnée qui est l'eau. Celle qui demande beaucoup d'eau, moyennement d'eau, puis pas beaucoup d'eau. OK? Puis, à travers ça, et on se rend compte que celles qui, en général, qui ont un fort appétit, demandent aussi de l'eau. Puis celles qui n'ont pas un fort appétit, pourquoi? Parce que dans les sols riches, il y a de l'eau, puis dans les sols pauvres, en général, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est une question de logique. Au milieu, c'est un peu moins clair, mais c'est une question de logique. Puis à partir de là, OK, donc, et là, on se retrouve avec un certain nombre de familles. Donc, à partir de là, j'ai regardé celles qui étaient compagnes et celles qui ne l'étaient pas. OK? C'est à partir de système de rotation que j'ai établi mon système de compagnonnage. OK? Mmh. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fonctionné. C'est pour ça que je dis toujours, on commence par la rotation, puis après ça, on fait le compagnonnage. Donc, on s'assure de bien avoir ces bonnes rotations. Puis une fois qu'on a bien compris ces rotations, qui pour moi. Et puis pourquoi l'eau? Ben pourquoi? Parce que, bon, moi, j'ai un petit système d'arrosage maison que j'utilise. Et donc, parce que bon, là, maintenant que je suis j'ai plus de temps, mais avant, je n'avais pas beaucoup de temps pour arroser, donc j'avais un système d'irrigation. Tout simplement, j'ai des valves. Et puis, quand j'ai besoin de beaucoup d'eau, j'ouvre les valves. Puis, quand j'ai pas besoin de beaucoup d'eau, je ferme les valves. OK? Donc, mon arrosage, et puis, mais la planche qui demande, dans le sol, qui aime un sol riche avec beaucoup d'eau, ben, je passe trois fois de l'engrais, puis j'arrose souvent. Celle qui est pauvre et qui ne demande pas beaucoup d'eau, je ne mets pas plus d'engrais que j'en mets au départ, puis je mets moins d'eau. OK? Donc, ça me permet de mieux respecter les besoins de base de la plante. Donc, ça étant dit, on peut utiliser, par exemple, le compagnonnage pour faire de l'ombre. Vous allez me dire de l'ombre dans un potager. Oui, mais quand vous faites des laitues qui fait plus 30, là, je peux vous dire que les laitues, elles aiment bien être un peu plus au frais, à l'ombre. On peut aussi installer des barrières physiques. Hein. Par exemple, le maïs peut servir de barrière physique pour certaines choses. On peut, euh, on peut mettre aussi ce qu'on appelle, dans le compagnonnage aussi, on a ce qu'on appelle les plantes pièges. OK? Je vais vous donner un exemple que beaucoup de gens connaissent, les capucines. Capucines, si vous laissez des capucines, elles sont bourrées de pucerons noirs. OK? Alors, les gens vous disent, ouais, mais tous les pucerons noirs s'en vont dessus. Oui,
Mais c'est parce que les capucines, une fois qu'ils sont pleins de pucerons noirs, il faut les prendre puis les jeter. Il ne faut pas les laisser dans le potager. Vous les avez capturés, les pucerons noirs, OK? Vous les avez pris, il faut les jeter. Les gens, ils laissent les capucines, ils disent ouais, ça met des pucerons partout. Ben oui, ça met des pucerons partout. C'est un piège. Mais quand un piège, il est plein, habituellement, si tu prends un piège à souris qui est plein, si tu veux pogner une autre Mmh. souris, il faut que tu le vides. Bon, ben, c'est le même principe. Donc, j'ai déjà dit que les fabacées ajoutaient de l'azote au sol. Les plantes, on a parlé d'enracinement aussi. De Gestion l'eau, de la optimale de hauteur. l'eau. Mmh. Et puis pour moi, effectivement, c'est une meilleure organisation de l'espace. Moi, je trouve que c'est plus facile. Mais ça, c'est pour moi, ça me permet d'organiser plus facilement mon espace. Mais ça a pas dû être facile de choisir le titre de ton livre parce que, potager productif, associer vos cultures facilement, ben, pour le facilement, objectif accompli. Mais en même temps, tu avais aussi le discours de la biodiversité, plutôt du long terme, de la résilience du jardin. Puis ces 2 se croisent bien, on dirait, quoi. Oui, mais c'est pas le bon titre. Ah, Je vais te dire, c'est pas le bon titre. Ça a on été. va le changer dans dans Non, le ben, c'est parce habitude, que vas-y. c'est avec. Moi, je me suis battu pour que ce soit ce titre-là. Mon éditrice a absolument voulu, Mmh, mmh mes mh. éditeurs ont voulu que ce soit ce titre-là. Et ils m'ont avoué au bout d'un an et demi qu'effectivement, on s'était trompé. C'est un livre sur le compagnonnage, là. Il fallait le marquer, là, mais OK. ils ne comprenaient pas ce que c'était que le compagnonnage, fait que c'était pas un bon mot, là. Bon, mais c'est du compagnonnage à l'état pur, là. Tu sais, c'est vraiment un livre sur le compagnonnage pour faciliter la culture. Bah, le titre du balado, c'est «Compagnonnage, enfin des réponses». Ouais, ben, c'est J'aurais c'est c'est peut-être le dû bon être titre, ça, ça, c'est c'est le bon drôle. titre. Ça, c'est le bon titre. Et dans ton histoire des hauteurs, tu sais, tu parlais d'utiliser des plantes pour créer de l'ombre. Puis, tu as aussi un moment où tu invites à l'observation et que si en effet une plante ou un coin du potager, a des pics de chaleur trop forts durant l'année, on pourrait aussi, créer un compagnonnage sur mesure. C'est un peu ça aussi l'idée que tu essayais d'amener à Oui, travers le mot absolument. observation. C'est pour ça que je dis, moi, j'offre des pistes de solutions. OK? Moi, j'ai essayé toute ma vie de ne pas offrir des recettes. J'offre des pistes de solutions. Parce que pour moi, le jardinage, c'est pas seulement prendre une recette puis l'appliquer, c'est aussi découvrir, puis travailler, puis observer. Moi, je prends plus de notes. Mon cerveau est assez plein comme ça, là. Mais je me souviens en général assez bien. Là, j'ai une assez bonne mémoire, là, puis il l'a fait travailler encore. Mais ceux qui ne sont pas capables peuvent prendre, qui ont peur d'oublier, prendre des notes. Je comprends que moi, je suis baigné là-dedans 24 heures sur 24, donc ça peut faire un peu plus facile. Mais c'est ça, moi, Puis, vous savez, vous avez devant vous un des gars qui a le plus tué de plantes dans la vie. Parce que nous, les horticulteurs, on en tue des plantes, là. On fait des Mmh. essais, on fait des tests, on fait des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. OK? Puis, dans une serre, quand vous arrivez chez le fleuriste, parce que je travaillais aussi beaucoup en serre à une époque, quand vous arrivez chez le fleuriste, que vous avez un super cyclamène extraordinairement beau, là, OK? Dites-vous qu'il y en a peut-être, pour un cyclamène, il y en a peut-être au moins un qui est parti sur le tas parce qu'il n'est pas beau, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez gros, tu sais. Donc, on réussit pas tout, on réussit pas tout le temps, puis on perd des plantes, puis des fois, on va jusqu'au bout d'une idée pour voir si ça marche, là, tu sais. Et donc, si ça vous arrive, on va vous dire, ah ben, je perds tout le temps mes tomates. Il y a quelque chose que vous ne faites pas, puis peut-être que la recette que vous utilisez n'est pas la bonne recette parce que on avait un chroniqueur à une époque qui disait, oui, mais moi, dans mon jardin, ça marche. Oui, mais toi, dans ton jardin, ça marche. Donc, si toi, dans ton jardin, ça marche, puis que tu me dis que c'est ça la solution, ça ne marche pas. C'est pas possible. Mmh. Chaque jardin est différent. Toi, tu es à Drummondville, je pense, dans ce coin-là. Moi, Pas loin, ouais. pas loin de Drummondville. Moi, je suis à Mmh. Boucherville. Ben, on n'a pas la même température. Tu sais, on a en plus de ça au Québec une particularité entre jardiner à Boucherville puis jardiner sur la côte nord. Moi, j'ai un gars que je connais, il jardine à l'île d'Anticosti. Je peux te dire que ce n'est pas la même chose. Aux îles de la Madeleine non plus, ce n'est pas la même chose. Essaye de faire une tomate sans serre aux îles de la Madeleine, tu n'y arriveras pas, il ne fait pas assez chaud. OK? Donc, il y a des grandes différences. Entre Montréal et Québec, c'est minimum 2 semaines de différence. Mmh. Fait qu'on ne peut pas donner de recettes parce que tout est différent. Puis, à Québec, leurs laitues, ils vont pouvoir les faire l'été parce que il fait moins chaud. Mais nous, à Montréal, faire des laitues au mois de juillet, là, je vais vous dire que ça va prendre l'ombre puis ça prend l'humidité. Il faut vraiment l'adapter. Là. C'est dans ce sens-là qu'on l'adapte. Et si, on prend le cas concret, par exemple,
Je vais essayer de démystifier certains sujets là. Par exemple, tomate, basilic, on rentre dans quelle catégorie du compagnonnage? Est-ce qu'on veut l'ombre sur le basilic et c'est la tomate qui va procurer ça? Non, en général, c'est que l'odeur du basilic repousse. Là, il faudrait que je fasse appel à mes souvenirs, là, Mmh mh. les insectes sur comment ça s'appelle, les tomates. C'est l'odeur, c'est répulsif, ça, c'est Donc répulsif, ça. on est sur ton thème des bienfaits des fines herbes. C'est bien fait les fines herbes comme répulsif, Ouais. OK? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la tomate n'a pas réellement besoin, c'est pas une plante sur la pollinisation. Ça aussi, on pourrait un jour faire quelque chose sur la pollinisation parce qu'il y a beaucoup de. Toutes les plantes à fleurs ne demandent pas de la pollinisation. OK? Et notamment la tomate, elle n'a pas besoin que les insectes viennent butiner. Il faut que les insectes viennent vibrer autour de la fleur. Fait que si vous prenez votre plante de tomate et que vous le brassez un petit peu, vous allez féconder vos tomates. Donc, c'est pas, pour les tomates, on ne cherche pas à amener ça. Par exemple, pour les courges, on va essayer de mettre une plante qui est plutôt mellifère parce que les courges, elles, ont besoin Mmh mh. de la fécondation. OK? Donc, à ce moment-là, par exemple, la même chose pour les poivrons. Ils ont besoin de la fécondation. Les haricots, c'est 5 à 10 seulement qui a besoin des abeilles pour la fécondation. Donc, OK. en faisant ça, là, on peut trouver. Bon, c'est pour ça que certaines marchent. OK, pour le haricot, principalement, c'est la sarriette qui fonctionne, qui peut fonctionner, parce que là, on va rentrer là-dedans peut-être Mmh mh. du peut, là. Il peut fonctionner, là, mais tout dépend bien sûr de la manière dont on fait le compostage. Ça, c'est l'autre grande leçon qu'il faut retenir, là. Il y a une stratégie pour faire le compostage. Je trouve que tu nous soulages quelques vérités comme le pouvoir olfactif de certaines plantes, comme les fines herbes, tu l'as nommé. Tu as nommé les Aliacées et le risque, du soufre. Est-ce que, il y a d'autres formes de complémentarité ou par exemple, quand on dit les carottes avec les oignons, là, on est sur le thème de l'Aliacée? Mouche de la carotte contre mouche de l'oignon. L'odeur de l'oignon repousse la mouche de la Mmh carotte et mh. la carotte repousse la mouche de l'oignon. Ça, c'est ce qu'on établit, OK? Puis c'est ce que indiquent la plupart des livres sur le compagnonnage, là. Il faut comprendre aussi que, il y a un certain nombre d'éléments, qu'il faut regarder. D'abord, le compagnonnage, il faut faire attention que c'est pas seulement pour les insectes, OK? Pour les maladies, ça change rien. Si vous avez des maladies sur vos tomates, je vais vous dire le meilleur compagnonnage, c'est tomates et paille. Vous mettez de la paille au pied de vos tomates, juste au moment de la plantation, et vous aurez presque plus de maladies sur vos feuilles de tomates. OK? Mmh. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai tout essayé. Moi, je mets de la paille, tout simplement. OK? Donc, pour, il y a toutes sortes d'éléments, là, mais pour les insectes, et particulièrement pour les insectes, qui est très important, et c'est primordial, c'est que quand on fait deux plantes compagnes, il faut les faire en même temps. Il faut les démarrer en même temps. Si vous pensez que vous allez mettre des carottes, puis qu'après ça, vous allez mettre des oignons 3 semaines plus tard, puis vos carottes sont déjà en feuilles, là, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que vos carottes, OK, et vos oignons soient plantés en même temps, qui grandissent en même temps, qui s'émulent en même temps, qui est l'émulation en même temps. Là. Le compagnonnage, c'est préventif, pas du tout curatif. Oubliez ça, le curatif. Ça ne fonctionne pas. Mmh. Et c'est là-dessus que les détracteurs du compagnonnage disent ouais, ça ne fonctionne pas. J'avais des limites, j'ai mis une plante, ça ne fonctionne pas. Mais non, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il y a une étude que les détracteurs utilisent, qui est une étude canadienne, où le chercheur dit ah ben ça ne fonctionne pas le compagnonnage, j'ai Mmh. essayé, ça ne fonctionne pas. Puis quand tu lis l'étude, elle reconnaît quand même qu'il y a eu 3 semaines entre le moment où elle a planté ses plantes, je pense que c'était des carottes, puis ses plantes de compagne. Regarde, dans 3 semaines, là, les insectes ont le temps d'arriver. Là. Fait que là, c'est plus Mmh. de la ponte, c'est plus de la répulsion. Tu n'as pas empêché les plantes de venir, les insectes de venir se reproduire sur ta plante. Tu as laissé se produire sur sa plante, puis là, tu as des centaines d'œufs, puis là, tu voudrais que ta petite plante, elle arrive à contrôler les dizaines et les dizaines d'insectes que tu as là. C'est pas logique, là. OK? Donc, c'est ça, il faut que tout ça se fasse en même temps. Ouais. Mon but objectif, là, c'est qu'il y ait de la biodiversité dans les jardins. OK? Puis,
le compagnonnage, moi, je ne cultive pas vrai. Ma blonde cultive une plate-bande de fines herbes, ça, c'est mais moi, mes fines herbes, là, elles sont dans mon potager, là. Elles sont partout dans mon potager, là. Puis en plus de ça, j'ai beaucoup d'aneth puis de coriandre, ça se resème tout seul, là. Ben, je les laisse là, là. Je ne vais Mmh. pas les arracher, là. Je les laisse là, je les laisse repartir. Des fois, je les redéplace un petit peu, là. Mais mon potager, là, à part des cas particuliers qui sont les tomates, parce que les tomates, ça prend des tuteurs, là. Mais à part les tomates, là, je mélange, là. OK? Je vais mélanger mes plantes, là. OK? Alors, ça pose un petit problème pour certains pour comment dire, la récolte, La là. récolte, C'est un peu ouais. moins facile à récolter, mais mélanger. Dans la nature, là, est-ce que vous avez des forêts de 100% d'un arbre? Oui, mais elles ont été plantées. Est-ce que vous avez des forêts naturelles 100% d'un arbre? Non. Moi, d'abord, je cultive en planche, OK? Je ne sais pas si le monde sait bien comment c'est. Donc, c'est des planches de 1,20 Mmh. m de large avec une petite allée là, d'environ, d'environ 30 centimètres. Mais en réalité, mon allée est large d'un râteau. Pourquoi? Parce que quand je nettoie mes allées, c'est à la largeur du râteau, c'est moins compliqué. OK? C'est pas plus compliqué que De ça. ton râteau qui plus est, ouais. Mais de mon râteau qui plus est. Donc, effectivement, puis il y a différents types de râteaux. Et moi, j'ai un râteau, puis parce que moi, je mets du paillis de pruche entre mes ligues, là, entre mes planches. Donc, dans mes planches, je vais avoir de la biodiversité, là. J'ai des planches, je peux avoir 3 sortes de légumes en même temps, là. OK, je vais pas je vais pas mais à part les tomates, c'est un peu cas particulier parce que ça me prend soit des cages à tomates. Moi, je cultive sur des cordes, là, je fais des tomates sur des cordes, là. OK, puis je pratique aussi la taille des rejets, là. Ça, c'est un autre, un autre Mmh. gros dossier qu'on pourrait Ouais, traiter. excellent. Est-ce que c'est autre chose? Mais tu sais, c'est dans ce sens-là. Non. Mais tout le reste, là, c'est biodiversifié. Là, je peux avoir une demi planche de quelque chose avec une autre demi-planche de quelque chose. Là. Puis une autre demi-planche de la même chose avec l'autre la même chose. C'est ça, là. Tu sais. Tant Est-ce que qu'on je peut reste dire dans que mon tes idée. associations, elles changent d'année en année carrément au Non, pas tant que ça, là. Pas tant que ça, mais elles peuvent. Elles peuvent aussi, mais c'est parce que je respecte toujours mes rotations avec mes plantes gloutonnes en sol glouton et en appétit et en eau. Là, tu sais, mmh. donc, c'est toujours les deux. Là, ça, je respecte ça scrupuleusement. Mais après ça, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire une planche de 100 pieds de long avec la même chose. On peut mettre 10 pieds, 10 pieds, 10 pieds, 10 pieds, 10 pieds. Ça marche très bien. Et déjà, Mmh. là, on va avoir une barrière physique. Là. Si vous mettez des carottes d'un bord puis des carottes de l'autre bord, ben, si vos carottes de droite sont attaquées, si vous mettez je sais pas moi, des betteraves entre les deux, là, ben, la mouche de la carotte, elle n'ira pas sur la betterave. Vous allez la ralentir. OK? Ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas sur l'autre, mais vous allez la ralentir. Alors, dépendant de comment c'est configuré, là, vous pouvez Mmh. ralentir les choses. C'est ça surtout que vous utilisez dans le compagnonnage. Et tu as parlé, brièvement des 3 sœurs et donc du rôle du fixateur d'azote, Oui. outre les aliacées avec le soufre. Est-ce que, pour toi l'engrais vert, ça est-ce que ça veut dire que ça peut se pratiquer en compagnon, un engrais vert? Alors, l'engrais vert, c'est OK. L'engrais vert, c'est quelque chose d'excellent. Mettons les choses au clair, l'engrais vert, c'est C'est dit. très bien. OK? Le problème de l'engrais vert dans un potager résidentiel, c'est très compliqué pour 2 raisons. Moi, mon potager, là, il va passablement jusqu'au mois d'octobre. Donc, semer de l'engrais vert au mois d'octobre, là, je n'ai pas grand-chose qui va pousser. Et dès le mois d'avril, ben, je commence déjà à le préparer. Là. Donc, mon engrais vert, pas le temps de tellement pousser. OK? Mmh. Dans un potager, dans un potager, c'est un petit potager, parce que moi, je fais une différence entre le potager de subsistance et le potager annuel. Le potager annuel, c'est là où on mange tous les légumes pendant la belle saison, puis le subsistance, c'est celui qu'on cultive aussi pour garder pour l'hiver. OK? Dans un potager annuel, souvent, il faut savoir que si on fait de l'engrais vert, on va ne pas cultiver un tiers de la surface, ce qui est beaucoup d'espace, entre un quart et un tiers, ce qui est beaucoup d'espace dans un petit jardin. Là. Tu sais, si tu as 3-4 planches, là, puis il y a une planche que tu ne cultives pas, là, ça prend de la place. Fait que c'est pour ça que l'engrais vert dans un potager résidentiel, disons que je ne suis pas
très, très, si on a un grand potager puis qu'on peut se le Mmh. permettre, qu'on n'a pas besoin de toute la surface, oui, l'engrais vert est intéressant. C'est pas vraiment une forme de compagnonnage, mais dans l'engrais vert, on peut faire du compagnonnage, OK? Parce qu'avant, souvent, c'est l'engrais vert d'une seule variété, mais ce qu'on fait maintenant, c'est des engrais verts mélangés, OK? Avec des légumineuses, des céréales, différentes sortes de plantes. Et donc, on fait un compagnonnage de plantes quand elles poussent. Puis l'autre difficulté aussi de l'engrais vert, c'est qu'il faut soit le tondre, soit l'enfouir. Puis si tu l'enfouis, ben, ça prend encore 2, 3 semaines pour qu'il soit enfoui. Si tu le tonds, si tu as des petites planches, il faut que tu passes ta tondeuse dessus, c'est pas sûr que ça va marcher, il faut que tu le tondes à la main. Donc, c'est un peu compliqué. Là. Moi, le l'engrais vert, je trouve que, regarde, bonne rotation, des bons essais de compagnonnage, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, merci. Bah, c'est juste que je suis parti du rôle de fixateur d'azote pour explorer Oui, si, c'est un correct, c'est engrais vert correct. pouvait être une petite allée au milieu là. Oui, Ouais, ouais, non, non, je rigole. ça devient compliqué là. Et brièvement, tu as un sujet sur, la verticalité avec, par exemple, les haricots grimpants. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce sujet-là? C'est pas mal la même chose, là. C'est pas mal des plantes qui sont érigées, sur lesquelles on peut faire grimper. Peut-être une petite note, c'est que dans mon livre, je parle aussi de la rotation dans les pots. Ah, ouais, Rotation et super, oui. compagnonnage dans les pots. OK? Alors, c'est pas aussi élaboré que sur un grand terrain, mais c'est faisable aussi, là. Il y a pas de problème. Mais, les plantes les grimpants là, tout dépend comment on organise ça là, moi je les fais grimper sur des trucs de métal parce que je trouve ça plus beau, mais je fais pas de maïs moi non plus, fait que je trouve que le maïs, ça prend beaucoup de place, puis pour 2 ou 3 ou 4 épis max là, je suis pas un maniaque là, je suis en banlieue, puis j'ai pas un immense terrain là, tu sais. Mmh. Et on s'en va sur la fin. Est-ce que, comme tu sais, on a une application de jardinage où on peut faire le plan de jardin. Est-ce que c'est une aberration de proposer une fonctionnalité où quand on vient mettre, une tomate, on se fait dire: «Attention, ennemi à côté»? Parce que ça existe, notamment aux États-Unis, une application qui fait ça. Puis des fois, on nous le demande fortement: «Ah, j'aimerais voir si c'est ami, ennemi». Oui, c'est faisable, tout en sachant à partir de où vous utilisez votre source. Si vous utilisez ma source, vous avez des bonnes chances que ça marche, je vous garantis pas du Ouais. tout. Mais c'est ça, ce qui est très important si on fait ça, c'est toujours, puis je reviens là-dessus, là, de commencer par la rotation. Puis tu sais, au départ, faut déjà que les gens comprennent la rotation, puis comprennent l'association par les appétits, puis par les besoins en eau. Mmh mh. Ça, c'est primordial parce que mon système est basé là-dessus. Il est basé sur cette vision-là, là, Ce postulat-là, oui. ce postulat-là. Donc, c'est parce que quand j'ai écrit mon livre, j'avais fait la rotation, puis j'essayais de faire. Puis là, c'est là où le déclic s'est fait, c'est quand j'ai fait, mais attends, là, si je prends ça, puis je le fais comme ça, là, on va régler un paquet de problèmes. Là, là tout Mmh d'un mh. coup, là, il y a plein de choses qui se sont enclenchées. Pourquoi? Parce que, en général, les plantes qui ont les mêmes besoins en eau puis en nourriture euh, sont compagnes. Là. Parce que dans la nature, là, tu ne vas pas trouver de l'ail à côté, on va trouver sûrement des légumineuses, mais à côté de plantes de tomates. Là. L'ail, ça vient du désert. OK? C'est un désert chinois. Et au départ, là, il est gros, à peu près gros comme ça, là, comme rien. Et la tomate, elle vient du Pérou. Donc, on n'a pas du tout des plantes qui sont dans les mêmes conditions. Ça vient des plateaux du Pérou avec beaucoup d'humidité parce que sur la cordillère des Andes, il y a l'eau qui remontait. Donc, il y a de l'humidité qui venait du Pacifique. Là. OK? Donc, il y a une certaine forme d'humidité qui se faisait. Donc, on est dans une plante de désert contre une plante, je vais dire de jungle, pas de jungle tout à fait, mais c'est pour l'image que je dis de Mmh jungle. mh. Les associer, c'est peut-être pas une bonne affaire parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Là. Si vous mettez de l'ail à côté des tomates, vous allez mettre beaucoup d'engrais à vos tomates. Puis là, vous allez dire, ben là, je vais en mettre à mon ail, mais votre ail, lui, il ne va pas aimer ça. Là. OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir trop d'azote. S'il a trop d'azote, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des insectes. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, les insectes, ils viennent. Pourquoi? Parce que les tiges sont tendres. Qu'est-ce qui donne la tendreté aux tiges? C'est l'azote. C'est pas Ça, je le compliqué. savais pas. Elle est bonne celle-là, ouais. Ah oui, Ah ouais, excellent, ouais.
plus tu veux du vert, plus tu mets d'azote. L'azote, là, c'est la feuille. Mmh, T'as- mmh, mmh, t'as- mmh. Azote, phosphore et NPK, là, c'est l'azote, c'est le feuillage. L'autre, c'est les fleurs, puis l'autre, c'est les racines et les fruits. Pas compliqué, là, à se souvenir, là, tu sais. Si tu mets un boost, là, c'est sûr que tu vas avoir une pousse, là, tu vas pousser, pousser, pousser. Mais si tu mets de l'azote, mettons des tomates, tu pousses tes tomates à l'azote, là, OK? Tu n'auras jamais de fruits parce que tu n'auras jamais de fleurs. Tu vas avoir des super plants de tomates. Les feuilles vont être vertes, les tiges vont être nombreuses. Tu vas avoir des pucerons en masse. Pourquoi? Le, le petit style qu'ils ont pour aller percer dans la tige, là, penses-tu qu'un puceron peut aller percer une écorce de chêne, là? No way. Il va aller percer la pousse, parce que dans la pousse, il est capable de rentrer. Plus vous Excellent. mettez d'azote, OK, plus vous risquez d'avoir des insectes piqueurs. C'est pas compliqué. OK? Il En y a tout d'autres cas, insectes qui sont bouffeurs, là, c'est autre chose. Là. Mais tu sais, c'est dans ce sens-là, là, tu sais. C'est, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention avec. On a, pendant de nombreuses années, utilisé la vision des agriculteurs. Puis moi, je suis quand même pas si vieux que ça, même si je suis à la retraite. Dans les années 70, hein, ça ne dira pas mon âge, mais dans les années 70, moi, j'ai appris à l'école que le sol est un support et que si on met de l'engrais dans le support, les plantes vont pousser. C'est ça que j'ai appris. Le cours d'agronomie, c'était ça. Okay? Et mmh c'est mh. une hérésie. C'est hérétique, ça. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Mais vous avez une courbe de rendement. Une courbe de rendement, ça fait ça. Regardez bien. Ça monte comme ça monte, puis tout d'un coup, ça arrive en haut, puis d'un coup, ça fait boum, ça redescend. Et vous faire comme ça, boum, ça redescend. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre à force de dire dans un support, à un moment donné, il faut que tu changes ton support. Dans un pot, là, il faut que tu changes ton support. Mais tu ne peux pas changer la terre dans un champ, ça ne se fait pas. Fait que si tu mets de la matière organique, si tu mets de la vie, si tu mets des trucs, là, tu vas avoir besoin. Et tout ça fait que tu vas avoir des pousses tu vas avoir de l'azote qui va être libéré. En plus de ça, l'azote qu'on met dans les engrais, il y a 70% de l'azote qui s'en va dans la flotte parce qu'il n'est pas tenu s'il est soluble. Là. Je ne rentrerai pas dans le cours d'agronomie. Là, il y a des gens plus compétents que moi pour le faire, mais c'est ça, là, tu sais. Donc, il faut faire attention aussi. Tout est dans tout, là, dans le jardinage. Il faut arrêter de penser que si on fait une action, il va avoir un effet sur l'autre action. Donc, Maîtriser. vous faites du compagnonnage, mais vous ne respectez pas les besoins d'appétit, vous ne respectez pas les besoins en eau, vous mettez trop d'engrais à vos plantes de compagne, mettons à vos fines herbes, parce que vous voulez récolter de la fine herbe, la fine herbe, elle va peut-être avoir moins de goût. Où est-ce que j'ai vu? J'ai vu passer un article sur les pêches. Il y a une étude qui vient démontrer que plus on met d'engrais sur les pêchers, moins les pêches coûtent. Une étude sur une vingtaine d'années en Chine, où ils mettent, parce que le pêcher vient de Chine, là, Mmh mh. il est originaire de Chine, et ils ont fait toutes sortes de tests, les Chinois, et pour se rendre compte que plus on met d'engrais azotés, et moins le fruit à la fin goûte la pêche. Hein? Ça s'appelle le terroir. Puis dans le terroir, il y a quoi? Il y a terre. Hein? C'est pas compliqué. Terroir, ça veut dire C'est un beau ouais. OK, la On terre, doit tous bâtir notre terroir, ben quelque oui, il part. faut C'est bâtir ça notre aussi, terroir. ouais. La terre, OK, c'est ce qui donne le goût. OK? Pourquoi est-ce qu'en France, vous dites qu'une noix de Grenoble, elle vient de Grenoble? Parce que c'est du terroir. OK? Puis c'est drôle parce que on oublie cette notion de terroir dans notre potager, dans notre vie. Ça existe un peu. Mais pourtant, il y a un endroit où le terroir est bien important. C'est le vin. J'allais dire. C'est important, hein? Vous ne pouvez pas dire qu'un pommard est autre que sur un territoire de pommard avec un certain nombre d'éléments pommards. Vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que ça, c'est du terroir. OK? Moi, je vous donne toujours l'exemple du Sainte-Croix puis du Sauterne. Sauterne et Sainte-Croix, c'est les deux mêmes vins, c'est les deux mêmes cépages. Il y en a un qui est au sud, il y en a un qui est au nord. Il y en a un qui vaut 40 pièces, 80 pièces la bouteille, il y en a un qui vaut 20 pièces la bouteille. Pourtant, ça n'a pas le même goût, mais c'est très proche. Hein? Le Sainte-Croix, là, c'est ce que j'appelle le Sauterne du pauvre. Donc, c'est ça le terroir. Donc, possiblement, mes tomates ne font pas goûter pareil que vos tomates. Mais en tout cas, cette, illustration des risques de la surfertilisation qui amène trop d'azote, qui attire les bêtes,
si on part du sujet du compagnonnage, nous permet de montrer à quel point c'est important de s'éduquer, de se pratiquer. Comme tu l'as dit, tout est dans tout. Oui. Donc, Surtout dans la nature. quelque part, Et il y on a pas de compagnonnage sans ces bases de connaissances, qu'on aura le plaisir de découvrir avec nos années qui avancent, je pense. mais oui, c'est ça et puis, et puis on vit, on travaille avec la nature, le climat. On n'a pas de contrôle sur le climat. Même En mê même 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 les gens qui ont qui comment dire? Qui font les prévisions météorologiques, ils se trompent des fois, tu sais? Et mais en quelque comme le dit Julie dans les commentaires, en boutique, on réfère toujours ton livre comme, la Bible sur le compagnonnage, puis c'est aussi notre cas, chez La Main Verte depuis 2 ans. merci. Alors, même si, par la complexité de la nature et ton humilité, on sait qu'il y a beaucoup de découvertes à faire, ben, on te remercie pour cette Bible parce qu'on on le pense quand même, fortement. Et on s'en va sur la fin. Merci aussi d'avoir fait, une petite, escapade durant ta retraite pour venir nous en parler. Le compagnonnage, enfin, des explications par, Bertrand Dumont qui a écrit plus de 45 livres quand même. Alors on aura le plaisir de continuer à les découvrir. Et si vous décidez d'aller dans la main avec la main verte, pour, le compagnonnage, là, vous ne prendrez peut-être pas tout là, mais si vous voulez vous inspirer de bons livres, ça me fera faire plaisir. C'est un cadeau doublement généreux qu'une longue carrière de vulgarisation et de transmission du savoir. Alors un grand merci, puis, on a eu une petite conversation avant ça. Tu as donné des précieux conseils, à la main verte pour, bien réussir, sur plusieurs décennies comme tu l'as fait et c'est incroyablement apprécié également. Ça fait plaisir. Alors à bientôt Bertrand. À bientôt, merci.